Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le 3e épisode du podcast Monarque. Nous allons aborder les différentes conséquences des traumatismes liés aux violences sexuelles dans l'enfance, les conséquences souvent sous forme de symptômes. Ils doivent être des signaux d'alerte pour repérer ou questionner les enfants victimes, particulièrement au niveau de l'inceste. Il est assez commun d'observer ces changements de comportement importants chez les enfants, passant d'un extrême à un autre. Des manifestations très spécifiques telles que l'hypersexualisation, le retour de l'énurésie, l'encoprésie, alors que l'enfant a déjà acquis la propreté depuis longtemps, ou encore des comportements sexualisés vis-à-vis d'autres enfants. En début d'adolescence, on constate la plupart du temps des mises en danger, l'apparition de conduites addictives, la prise de toxiques, des troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil, des états dépressifs, des conduites prostitutionnelles. 65% des adolescents agressés ont fait une tentative de suicide, contre 25% chez les adolescents non agressés. Si vous constatez certains symptômes auprès de vos proches ou dans votre cadre d'activité professionnelle, autorisez-vous à poser la question. As-tu vécu des violences psychologiques, physiques ou sexuelles ? Nous allons laisser la parole à Emma, en compagnie de Marina, psychologue de l'association. Bonjour Emma. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Emma, j'ai 36 ans. J'ai été victime de viol dans mon adolescence, entre mes 15 et mes 17 ans par un proche de mes parents. Viol dont je n'ai jamais parlé jusqu'à il y a peu de temps, il y a 2-3 ans. Et j'ai porté plainte en février 2023 pour ces viols. Donc ça fait beaucoup de choses qui ont été enfouies pendant très très longtemps et qui ressurgissent un petit peu, ou en tout cas que j'ai décidé de traiter depuis quelque temps. Ouais. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de venir témoigner dans ce podcast ? Parce que en tant que victime, j'écoute énormément de podcasts de façon générale et beaucoup de podcasts sur cette question-là. Enfin, en tout cas, sur toutes les questions qui entourent le féminisme en général, les violences patriarcales, les violences sexistes et sexuelles, et je trouve que c'est une ressource qui est hyper intéressante et hyper aidante pour les personnes victimes, que de pouvoir écouter les témoignages de personnes qui traversent ou qui ont traversé des situations similaires. Si on revient un petit peu sur cette période de l'adolescence, comment vous avez traversé cette adolescence ? J'ai l'impression que mon adolescence a été baignée dans une atmosphère de secret. Enfin, en fait, j'ai vraiment mis un couvercle sur ce truc-là parce que globalement, les choses se passaient plutôt bien au niveau de ma vie familiale, c'était correct quoi. Sociale, j'avais des amis, je travaillais très bien à l'école, enfin j'étais au lycée, fin collège, début lycée à l'époque, et tout se passait très bien, j'avais des très bons résultats, j'avais des projets pour la suite, j'avais voilà des idées pour mon futur, et il était hors de question que ce qui m'arrivait vienne bousculer tout ça. Ouais. Donc je pense, a posteriori, après avoir un petit peu analysé comment les choses s'étaient passées, je pense que j'ai mis un couvercle sur ce truc-là. J'ai fait comme si ça n'existait pas. Et donc, quand je repense effectivement à mon adolescence et même aux années après, j'ai vraiment l'impression d'avoir gardé une grosse part de secret et de mystère, y compris en termes de prise de conscience pour moi. C'est-à-dire que même moi, je ne me disais pas ou je m'avouais pas ce qui se passait et ce qui s'était passé. Ça s'est plutôt bien passé, je pense, d'un point de vue... En tout cas, mon entourage ne voyait pas qu'il y avait des problèmes, même s'il y avait quand même des manifestations qui auraient dû permettre à mon entourage de voir Vous pensez qu'il y avait un gros problème. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de ce qui aurait pu se voir ? Je pense que la manifestation la plus spectaculaire, c'était l'anorexie. Une phase et des phases d'anorexie
assez violentes, qui étaient, en tout cas je sais que mon entourage voyait, parce que c'était pas possible de faire autrement, qu'il y avait des pertes de poids vraiment très importantes, avec des habitudes alimentaires drastiques, avec une pratique du sport très très intensive. Je courais tous les jours 1 heure par jour Ouais. quand j'étais au lycée, quoi. Et ne serait-ce que ça, pour moi aujourd'hui, c'est censé alerter l'entourage. Enfin, je vois pas en tant que parent comment on peut ne pas voir ces choses-là. D'autant que ça n'était pas parlé. J'ai mis très longtemps à en parler aussi, mais j'en ai jamais parlé avec ma famille. J'en ai parlé à des amis, mais assez récemment finalement. Ça s'arrange depuis quelque temps, mais quand j'ai des périodes un peu difficiles, je vois que c'est la partie alimentation, c'est le premier domaine où je vois qu'il y a un souci, c'est que je commence à faire super gaffe à ce que je mange. Je commence à me dire oh là là, j'ai pris 2 kilos, il faut absolument que je les perde, et à me restreindre très fortement à ce niveau-là. C'est des signaux que vous reconnaissez Oui, aujourd'hui, oui, dans des périodes sensibles. ouais, Oui. Pendant l'adolescence, personne n'a pu voir que ces symptômes pouvaient refléter un mal-être. non, Est-ce que vous faisiez le lien entre... pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Pour moi, j'étais trop grosse et il fallait que je perde du poids. Aujourd'hui, vous diriez quoi de ces symptômes à l'adolescence? Ils avaient quelle fonction? Ils exprimaient quoi? Je pense que c'était un appel à l'aide. Je pense, hein. Ou alors une envie de disparaître, quoi. Dans la famille, on parlait des violences sexuelles dans votre famille, dans votre éducation? Pas du tout. Pas du tout? Non. Comment on parlait du corps? Il y a beaucoup de grossophobie dans ma famille aussi, donc chez moi il faut être beau, quoi, sur la partie esthétique, quoi. Esthétique. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Tout le monde n'est pas au courant de votre histoire? Uniquement, non, mes frères et sœurs sont pas au courant. Ma grand-mère, dont je suis proche, est pas au courant. Uniquement mon père et sa femme, à qui il a partagé ça. Quand votre ami vous demande si vous avez vécu des violences sexuelles, qu'est-ce que ça fait, cette question? Parce que c'est la première fois que quelqu'un vous Ouais. pose cette question, finalement, en 2022. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette question? C'était vraiment un moment important pour moi, parce que je me suis dit, punaise, enfin quelqu'un qui me comprend et qui voit ce qui s'est passé et qui voit au-delà de l'armure que je me suis forgée, quoi. J'étais encore dans une forme de déni. Ça m'a aidée à confirmer ce que j'avais vécu. Donc ça a vraiment ouvert une porte. Quand vous dites à le confirmer, c'est à le nommer? Oui, à le nommer, et c'est un truc qu'on vit toutes et tous, je pense, les victimes de violences sexuelles. On se demande toutes et tous si on n'a pas inventé, si on n'a pas rêvé, si on n'exagère pas, si ça s'est vraiment passé, si c'est pas un peu de notre faute, si c'est pas complètement de notre faute. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Alors, le silence, c'est... Moi, j'ai une honte qui me suit partout depuis toujours, et pas uniquement sur ce sujet-là. J'ai réalisé que le sujet de la honte a beaucoup fait depuis très longtemps que je tais beaucoup de choses et que je partage pas et que je garde pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'on garde le silence? Moi, c'était ça. J'étais morte de honte, d'autant que quand ça m'est arrivé, j'avais jamais eu d'expérience sexuelle. Oui. Je savais même pas ce qui m'arrivait, en fait. Ça n'avait jamais... C'était des sujets qui n'avaient jamais été abordés en famille, donc c'était un tabou immense, et je ne savais même pas comment... Si j'avais voulu l'aborder, j'aurais pas su comment faire. Et il y a les choses que mettent en place les agresseurs, et particulièrement qu'a mis en place mon agresseur pour faire en sorte que ces victimes, parce que je suis pas la seule, gardent le silence. Et c'est des modes opératoires et des méthodes qui sont très très efficaces. C'est-à-dire qu'on est mis sous silence? Oui, sans même avoir à l'exprimer avec des mots. Les agresseurs, enfin, en tout cas moi le mien, a fait en sorte que je comprenne qu'il n'était pas possible que ça soit dit à l'extérieur.
C'est un truc, enfin voilà, ça doit rester secret. C'est quand même hallucinant que la honte, elle soit du côté des victimes. Et moi, pour l'avoir vécu, c'est un truc qui est dévorant, quoi. On est donc effectivement responsable de rien, on est à l'origine de rien, on a subi, on est victime, mais c'est à peu près le seul domaine où, je veux dire en termes pénal, quoi, où c'est aux victimes, où c'est ce sont les victimes qui portent la honte et les agresseurs qui la font porter. Ouais. Des victimes de violences sexuelles nous parlent de la honte de, je sais pas si vous vous retrouvez dans cette formulation. Le silence s'impose aussi parce que c'est la honte de parler de ce qui est arrivé sur le corps et sur la sexualité. Oui. C'est comme dire quelque chose de son corps et me faire venir des images d'une sexualité. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir avec de la sexualité. Enfin, je veux dire, si on se fait agresser dans la rue, si on se fait taper dessus, on n'a pas honte d'en parler. Mais oui, mais c'est exactement ça. Moi, je parle pas de ma sexualité avec mes parents, donc je peux pas parler de ça. Alors que ça n'est pas de la sexualité, c'est juste de la violence pure et de la domination et du pouvoir. Pour autant, aujourd'hui, avec le recul, vous diriez que vos parents auraient pu, ou votre famille, aurait pu entendre? Je sais pas je pense, parce que j'ai un entourage qui est assez quand même ouvert sur ce genre de sujet. Je pense qu'ils auraient pu, d'autant que moi, quand j'en ai parlé à mon père, il a absolument à aucun moment mis en doute ma parole, il m'a tout de suite cru, etc. Donc je pense que ça aurait pu être réceptionné correctement à l'époque, mais les choses n'avaient pas été mises en place pour qu'on se sente libre d'échanger sur ce genre de sujet. Rien des signes de détresse que j'ai pu montrer à l'époque ne les a alertés. Ouais. Le fait d'avoir justement mis le couvercle sur ce truc-là, ça m'a permis de donner l'illusion de quelqu'un qui gère parfaitement sa vie. Mais c'est le cas, hein, en fait. Je sais pas si j'en avais parlé à l'époque ou si je m'étais laissée envahir par la douleur que ça peut causer. Je sais pas si j'aurais passé mon bac et eu des résultats excellents. Je sais pas si j'aurais pu faire des études supérieures. Et puis en plus, j'avais pour le coup des parents très exigeants en termes de résultats scolaires, et peut-être qu'aussi parler, ça aurait été décevoir. Je pense qu'il y avait ce truc-là aussi, quoi. J'ai toujours eu une grosse exigence de perfection vis-à-vis de moi-même, qui m'est arrivée, c'est quand même une grosse tâche, quoi. Enfin, j'ai une peur de l'échec qui est dévorante, et ça, c'est pas un moment glorieux, quoi. Donc oui, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a fallu faire en sorte que ça n'existe pas, quoi. Enfin, mon père mettait beaucoup d'espoir sur moi et sur ma scolarité, ma future carrière, etc. Et donc, il fallait surtout pas venir justement, oui, entacher cette image et ce parcours parfait avec une scolarité justement sans tâche, qui était, enfin voilà, j'avais des très bons résultats, tout se passait bien, je faisais pas de bêtises. Oui, cet événement-là, ça venait bousculer tout ça, et il n'était pas question d'en parler, en fait, ou d'admettre que ça s'était passé. Ouais. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous venez d'écouter le podcast Monarque, produit par l'association EVA, association nantaise de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et à l'âge adulte. Merci pour votre écoute. Studio Bravo, vos podcasts engagés.